Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis, bonsoir. Heureuse de vous revoir pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Je vous invite à partager le lien avec vos amis car nous allons parler de sujets très intéressants ce soir. Connaissez-vous la maison Gingerbread d'Haïti? Oui, j'ai bien dit gingerbread, pain d'épices. Les maisons Gingerbread sont situées surtout à Port-au-Prince, dans la capitale, et aussi dans le sud du pays, à Jérémie, à Jacmel, ainsi que dans le nord, au Cap-Haïtien. En Haïti, il existe une tradition à Noël. Ce sont des petites lanternes semblables à ces maisons. À l'intérieur de ces fanaux, une bougie allumée qui crée un effet lumineux. Les fanaux sont une tradition centenaire, dit-on. La légende explique qu'autrefois, elles illuminaient le chemin pour aller à l'église. À Noël. Certains d'entre vous qui avez grandi en Haïti, vous vous rappelez, n'est-ce pas? On les voyait aux abords des routes et l'on se disait « Ah, c'est Noël ». Cette tradition perdure-t-elle encore aujourd'hui? L'artiste que nous rencontrons ce soir va nous parler de ces gingerbread et étant donné qu'il est plein de surprises, il va élaborer d'autres sujets avec nous. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Bonsoir, moi c'est Alpi. Alors, Bonsoir, Alpi. Oui. Alors, Alpi, c'est plutôt mon nom d'artiste. Hein, et mon vrai nom, c'est Alphonse Pillard. Mais je préfère être appelé Alpi parce que c'est mon nom d'artiste. C'est comme ça que tout mon travail se déroule autour de ce nom. Voilà. Est-ce que c'est toi qui as choisi le nom ou bien quelqu'un d'autre te l'a proposé? Alors là, je vais te raconter une anecdote parce que j'ai commencé à peindre très jeune. Hein. J'avais peut-être 11 ans, 11-12 ans. Et l'un des artistes que j'ai rencontré par l'intermédiaire de ma mère, qui était un grand supporter, et c'était un artiste nommé Roger Morissette. Hein. Et il avait trouvé son nom d'artiste, il a pris les 2 premières lettres de son prénom et les deux premières de son nom pour former un mot valise, enfin ce qu'on appelle un anagramme. Et il s'est appelé Romo. Alors moi, je signais Alphonse Pillard de mes tableaux à l'époque. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est une idée géniale. Je vais faire la même chose. Donc j'ai pris Al dans Alphonse et Pi dans Pillard pour faire Alpi. Voilà. Un nom très sympathique. Merci. Dis-nous, ton père, Alphonse Pillard, disait, on nous a volé notre passé. On nous a ôté toutes ces belles vertus civiques qui faisaient le charme de notre passé. On nous a soustrait toutes ces belles vertus morales, sociales qui faisaient notre goût du beau. On nous a ravi notre sens du savoir-vivre, de la bienséance qui nous inculquait le partage, la communion, l'amour et le respect des aînés. Est-ce que ce sont les réflexions de ton père qui t'ont porté à maintenir la tradition des fanaux? Parce que nous allons commencer avec les fanaux. Eh bien, pour te dire vrai, c'est que mon père, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, que j'admire encore.
d'ailleurs, qui avait de ces réflexions très profondes. Hein. D'ailleurs, tu viens de lire quelque chose là, c'est une réflexion qu'il a faite sur notre situation actuelle, enfin, notre actuelle, sur la situation à l'époque, maintenant, parce que mon père, quand on parlait, il disait ça tout le temps, que il y a des choses, ce pays va de mal en pis, elle disait. Donc, toute cette, si tu veux, ce discours que j'ai eu, que j'ai entendu autour de moi, mes frères et sœurs parlaient, mes oncles, on parlait beaucoup de la situation comme si on était au bord du gouffre. Donc, je me suis dit que, enfin, c'est pas conscient tout ça, hein, c'est pas devenu conscient, mais je crois que quelque part en moi, l'artiste s'est réveillé pour dire, écoutez, je vais m'attacher à revitaliser ce qui a de plus cher en nous, notre âme. Donc, j'ai commencé à faire des fanaux, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, mais j'ai arrêté d'en faire à l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce que j'avais des douleurs au poignet. Hein? Parce que quand tu utilises le petit... le poinçeur. Le poinçeur, quand tu l'utilises, tu presses beaucoup et à la suite, j'ai des douleurs énormes au poignet. Et ceci depuis que j'avais 13 ou 14 ans. Donc, j'ai arrêté d'en faire parce que mes fanaux, je faisais des détails extraordinaires. Je voulais que ce soit le plus détaillé possible. Bon, pour te dire une idée, je pensais toujours aux vitraux de l'église de la cathédrale d'Écailles quand je voulais faire un fanal. Tu vois? Donc, je voulais reproduire ces petits détails comme ça. Donc, c'est ainsi, une fois, j'ai fait une grande église, hein, et c'était assez grand. De ça, enfin, la dimension, c'était quelque chose d'assez important. Et j'ai commandé un système à Port-au-Prince, parce que je vivais au Caille, pour que je puisse illuminer, parce que je ne voulais pas utiliser les petites baleines qu'on utilise, les petites bougies là. Je ne voulais pas les utiliser. Donc, et puis, ma mère, très, très, très impatiente, parce qu'elle était une fervente chrétienne, elle voulait voir ce truc. Il y a mis une petite bougie à l'intérieur, mais malheureusement, ça a pris feu. Oh. J'ai arrêté d'en faire depuis parce que c'était une super belle à pleurer. Je suis désolé, mais bon, vous savez, le mal était déjà fait. Et puis, j'ai arrêté d'en faire. Hein? J'ai arrêté d'en faire. Et quand on est revenu là vers il y a 3 ans, à l'époque du Covid, hein, et j'étais là et puis je parlais à ma femme et je lui dis, écoute, tu sais, une bonne manière peut-être de passer le temps, puisque le Covid, là, on est à l'intérieur, tout ça, je vais essayer de me retrouver encore dans les fanaux. Et j'ai recommencé. Hein, j'en ai fait 3 à la main et les douleurs sont revenues. Je me suis dit, ah là 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 là. Et puis en parlant à un ami, et elle me dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de trouver une machine qui peut te couper tout ça? Puis je me suis dit, tiens, mais oui, c'est vrai. Et j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, enfin l'université YouTube, et aussi parler autour de moi. J'ai appelé des gens au téléphone, j'ai appelé des gens chez Border, j'ai appelé des gens chez Cricket, chez Camillo, et on a discuté. Finalement, j'ai pu transférer, si tu veux, toute cette procédure de découper les petits morceaux, je l'ai transféré à une machine. Donc, maintenant, là, il n'y a plus de douleur et je peux laisser ma créativité s'épanouir, si tu veux. Voilà. Avant de découvrir le secret des fanaux, pour les internautes, je voudrais te demander, est-ce qu'il faut une formation d'architecte pour construire ces petites maisons? Bon, moi, j'ai eu une formation d'architecte à la faculté des sciences
pendant 4 ans. Mais je n'ai pas fait vraiment de l'architecture pure parce qu'à la faculté des sciences, il y a ce qu'on appelle le tronc commun, qui sont à peu près 2 ans, première et deuxième année, où on fait tout. Et à partir de la troisième année maintenant, on fait la spécialité, qui est l'architecture. Et puis, à partir de la troisième année, encore 3 ans pour y arriver, donc ça te fait 6 ans. Mais c'est vrai que j'excellais en dessin, je peignais depuis que j'avais 13 ou 14 ans. La perspective, je l'ai apprise très tôt, une quinzaine d'années, 15-16 ans. J'étais déjà très familier avec la perspective. Et à la faculté des sciences, j'ai eu des cours de dessin technique avec un professeur qui s'appelait Monsieur Rigaud, le professeur Rigaud, et qui m'a beaucoup inspiré, parce il m'a encouragé, et j'ai développé des talents énormes, des talents considérables dans le dessin technique. Donc, ce qui m'a servi maintenant pour le fanal. C'est plus le dessin technique, c'est pas vraiment l'architecture. C'est le dessin technique, c'est de reconnaître les formes, comment les connecter, comment faire, tu vois. Et là, maintenant, quand on va appliquer tout ça avec un logiciel, comment maintenant, à partir des 3 ou 4 formes de base, qui sont le carré, le triangle, le cercle et l'ovale, comment on va faire, quelle que soit la forme que vous voulez faire, comment on va fusionner tout ça et faire ça, tout simplement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu ça. Voilà. Est-ce que tu as déjà regardé le travail de ces petits marchands ambulants là de près? Ces petits marchands qui, je crois que c'est eux-mêmes qui fabriquaient les fanaux. Est-ce que tu as déjà regardé leur travail de près? Tout à fait, tout à fait. J'en ai vu pas mal. Il y a mais tu sais, bon, on ne connaît pas leur nom, malheureusement. Ce sont des œuvres anonymes. Ils sont là dehors et ce sont des gens très talentueux qui avec les menus, ils font des merveilles. Donc, il faut leur rendre gloire, il faut tout ça, dire que ce sont, avec beaucoup de respect, il faut considérer leur travail parce que ils ont mis, grâce à eux, je veux dire, je peux exister maintenant en tant que quelqu'un qui fait des fanaux. Parce que quand même, il a fallu que je voie. La première fois que j'ai vu un fanal, c'était sur la route de Bourdon. J'avais peut-être 10 ans. 10 ans. Et puis je me suis dit, mince, c'est joli ça. Et je disais à ma tante, parce que j'étais avec ma tante, je disais, oh mais c'est joli ça, j'aimerais en faire moi ces histoires. J'aimerais en faire des petites maisons comme ça, j'aimerais en faire. Donc, si tu veux, je découvre tout ça parce qu'ils ont ouvert voie à cette histoire. Maintenant, et comme je le dis très souvent, mon but, c'est de revitaliser, si tu veux, cet art qui disparaît, il faut le dire, parce qu'on en voit de moins en moins, si tu veux, à Noël. En tout cas, c'est ce que les gens d'Haïti me disent. Ils en voient de moins en moins parce que les gens, les artisans, si tu veux, les talentueux artisans qui faisaient ces merveilles ont tendance à ne pas en faire parce que, bon, ils ne vendent pas vraiment et puis c'est pas cher et puis c'est pas solide aussi parce que le matériel est un matériel qui n'est pas le plus souvent pour cela, tu vois, c'est des cartons, c'est des cartons d'emballage, mais il y a des cartons spécialisés que j'utilise maintenant, et d'ailleurs on le voit, ce sont des cartons spécialisés, et puis j'utilise des techniques où je renforce, si tu veux, ces cartons pour que ça reste solide. Donc, si tu veux un fanal que je fais, sa durée de vie serait peut-être, si vous l'utilisez d'une manière permanente, parce que mon but aussi, c'est de faire en sorte que les gens puissent utiliser les fanaux toute l'année, parce que c'est une pièce décorative sur vos étagères ou bien sur une table, quel que soit là où vous le placez. Et mon but, c'est tout simplement, je dirais, la durée de vie serait peut-être, si vous l'utilisez tous les jours, c'est peut-être 3 ans, 3, 4 ans. Si vous l'utilisez à Noël et que vous le rangez dans une boîte après, donc ce sera peut-être 10-15 ans. Ce sera 10-15 ans. Parce qu'ils sont très solides, ils sont très bien faits. Et puis, il y a la lumière, c'est
C'est de la lumière LED, de LED, qui, avec une télécommande, donc il n'y a pas le risque que cela prenne feu. Nous allons montrer aux internautes comment tu travailles et tu vas leur expliquer. D'accord? Bien sûr, bien sûr. Alors là, et vous voyez, et là encore, c'est une marque, je crois que j'ai, c'est que sur les trois, en général, je pose une petite grille, hein, une structure, pour empêcher les gens de toucher ce qu'on appelle le papier enfin le papier fin, du papier chiffon, je ne sais pas comment ça se dit vraiment, mais le papier que j'utilise, le papier de couleur, parce que l'un des problèmes avec le fanal traditionnel, c'est que les gens, quand tu le touches, tu peux, il arrive de percer, d'endommager, si tu veux, de créer, enfin, de faire des trous d'une manière involontaire dans la structure. Donc maintenant, pour protéger tout ça, je mets une grille supplémentaire là-dessus qui permet à ce moment-là de protéger le papier de couleur qui rend toute sa gloire à cette au fanal, tu vois. Et il y a aussi, maintenant, ce que je fais aussi, c'est que je renforce le carton avec une lame de vitre, enfin, je dirais du plastique, que je mets à l'intérieur. Et puis maintenant, ça, définitivement, on ne peut plus toucher le papier, le papier de couleur, enfin, le papier chiffon qui rend toute sa noblesse, hein, et au fanal quand celui-ci est allumé. Donc, c'est très, très, très important que les gens, ça, là, on voit la machine qui coupe tout ça. Hein. C'est fait par ordinateur. Donc, je fais le dessin. Donc, via Wi-Fi, je l'envoie à la machine et maintenant, la machine découpe la structure et à partir de ça, je monte la structure. Il me prend à peu près, en moyenne, 10 heures. 10-15 heures, dépendant du modèle. Ça, c'est un modèle très facile. Ça, c'est 5 heures. C'est 5 heures de travail. C'est pas beaucoup. Mais les modèles les plus complexes, il me prend probablement, ça prend jusqu'à 15 heures. Hein. Et j'ai fait une église dernièrement pour un client et ça m'a pris 25 heures de travail pour faire l'église. Mais ça vaut le coup. Et les gens disent, c'est beaucoup de travail, il faut avoir beaucoup de patience. C'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup parce que on est en train, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, tout ça. Hein. C'est revitaliser cet art pour que ceci ne disparaisse pas. Ça, c'est mon but. C'est mon leitmotiv, c'est ce que je veux laisser comme héritage. C'est-à-dire que j'ai transformé cet art pour le faire, je dirais, durer, hein, pour lui donner une durée indéfinie, je dirais. Hein. Alors, c'est ce que je dont parlais, vous voyez, les petits détails qu'il y a là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont découpées, hein, à part. Mais la machine le fait maintenant, je ne le fais pas à la main parce que à cause des douleurs que j'ai dans le poignet. Donc, voilà une douleur que j'ai qui me permettait pas qui était un handicap. Hein? Cette douleur, c'était un petit peu un handicap. Et maintenant, cette douleur me permet de trouver une manière de revitaliser d'une manière plus optimale, hein, cette tradition. Voilà. On remercie Ashley Miznazi pour les images, de très belles images, un très beau montage. Et là, on voit que le travail, c'est un travail titanesque. Et comme tu disais tout à l'heure, ces enfants qui sont au bord de la route en Haïti, qui n'ont pas la machine, je pense qu'on leur doit un encouragement. Il faut les encourager et, si on le peut, se procurer leur fado. On va faire une petite pause, Alpi, et puis on revient tout à l'heure. Les internautes vont découvrir un autre aspect de tout
tu as reçu comme talent. À tout à l'heure. Merci. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, merci. Tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, merci d'être là avec nous. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec Alpi, un artiste qui a le souci du travail bien fait, du travail précis. Il utilise des détails infimes et une palette éclatante de beauté. Continuons à parcourir l'univers alpien. Alpi, tu as plusieurs cordes à ton arc. As-tu toujours ton émission de jazz à la radio? Non, non, je ne l'ai plus. Et c'est vrai que j'ai été très très jeune. Hein. J'ai commencé avec le jazz, d'ailleurs dans ma ville natale, où j'animais, j'avais peut-être 19 ans, où j'animais une émission de jazz tous les dimanches de 8h à 9h qui s'appelait Super Jazz. Maintenant, quand je suis parti, j'ai laissé Haïti. Bon, j'ai toujours écouté de la musique, mais je n'ai pas été très actif. Il a fallu peut-être que 30 ans plus tard, qu'aux États-Unis, que sous l'initiative d'un ami, je me suis retrouvé comme chroniqueur musical sur un site internet qui s'appelait Cali Jazz. Hein. Cali Jazz, c'est un site très bien fait aussi. Cet ami dont je parle, qui s'appelle Carl Joseph, c'est un bonhomme qui a un souci du travail bien fait aussi. Et c'était vraiment, vraiment bien fait. Et ce que je faisais, j'ai une passion pour le créole jazz et j'écrivais des chroniques sur le créole jazz. C'est ainsi que j'ai écrit des chroniques sur Reginald Policar, j'ai écrit des chroniques sur Mouché Mayer, j'ai écrit des chroniques sur toutes les autres. Hein, les noms ne me viennent pas à l'esprit maintenant. Bouillon Amboise, par exemple, le jeune trompettiste, là, comment il s'appelle encore, Amédée Jean Caz, et j'ai écrit des tas de trucs. Mandolino Alexis, d'ailleurs, Tite Pascal aussi, hein, sur son fameux disque qui s'appelle Aïzan. Hein, super disque, super disque, bien fait. Et mon cher, on a écrit pendant près de 5 ans, hein, de l'an 2006 peut-être jusqu'à l'an 2013. Et ben, le site n'a pas pu survivre parce que bon, il faut des sponsors, c'est très difficile c'était très difficile à trouver. Et puis, je ne pouvais pas me mettre à 100% là-dedans non plus. Donc, on a été obligé de fermer le site. Mais on a une petite participation sur Facebook, hein, où j'écris de temps en temps quelque chose. Le dernier truc que j'ai écrit d'ailleurs, je l'ai posté sur Fab, c'était sur Claude Carré, son œuvre des Soulins de Jazzen. Et là encore, il faut un hommage à Claude Carré aussi. Claude qui fait un travail titanesque, hein, parce qu'il est en train de former des milliers de jeunes, hein, en Haïti. Enfin, je ne peux pas dire des milliers, je dirais des dizaines de jeunes qui passent tout à travers ces ateliers et qui apprennent ce qu'on appelle le jazz moderne, enfin le free jazz, qui est un genre pas trop accessible à tout le monde, mais quand même, là, il fait un travail titanesque et il forme des gens. Et là, il faut lui rendre hommage. Voilà. Ce qui veut dire que tu joues d'un instrument? Non, malheureusement. Malheureusement, je ne joue pas d'instrument, mais je connais, j'ai un sens intuitif, très intuitif du jazz. Et j'adore la musique classique. Hein. J'adore la musique classique. J'ai un sens intuitif du jazz. Et puis, je sais reconnaître une musique de qualité.
je dirais. Donc maintenant, il y a aussi il y a la musique de qualité partout, hein, la musique populaire, de la musique classique, de la musique du jazz. Donc. Et je ne joue pas d'instrument, mais je suis un mélomane, j'écoute beaucoup de musique et j'apprécie en tant que tel, pas seulement comme un simple mélomane, mais comme quelqu'un qui a une petite essence, si tu veux, de la structure, de la science qui est derrière la musique et l'improvisation, des trucs comme ça. Donc, ça me permet d'avoir une meilleure appréciation de ce que font les gens. Une autre corde à ton arc, on en parlait tout à l'heure, la peinture. Quelle formation as-tu eue comme dessinateur et comme peintre? Je n'ai aucune formation classique, hein, et parce que j'ai grandi dans une petite ville où il n'y avait pas d'école d'art, hein, qui est l'ECAI. Il y avait peut-être 2 peintres au CAI quand j'ai commencé à peindre. Il y en avait 2, c'était Max Roland, feu Max Roland, décédé malheureusement, et Eddie Romaret, qui est aussi décédé. Donc, ce sont ces 2 gens que j'ai rencontrés. Et puis, il y avait un autre qui était un peintre du dimanche, qui s'appelait Jean Aubert. C'était plutôt un peintre du dimanche. Ce n'est pas quelqu'un qui avait embrassé la peinture comme quelque chose qui est en lui et qu'il doit faire. Donc, là, j'ai commencé, donc c'est peut-être vers l'âge 11-12 ans, et il n'y avait pas d'école. Ma mère, qui avait vu ça, a embrassé tout de suite ce talent, et elle voulait que j'aille prendre des cours d'été au musée d'art du Collège Saint-Pierre, avec monsieur, comment il s'appelle encore? Monosier. Monosier, mais le professeur c'était Desmond, je crois. Desmond, je ne me souviens plus. Mais j'ai été 1 semaine ou 2, mais il y avait trop de contraintes pour moi. Trop de contraintes. Quelqu'un qui est dans mon dos, qui me dit ce que je dois faire, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Je n'étais pas du tout à l'aise. Donc je me suis dit, tiens, voilà ce que je vais faire. Je me suis acheté des livres. Et j'ai rencontré quelqu'un de l'Alliance française qui s'appelait Christian Beauvoir. Et Christian m'a procuré des bouquins que j'ai encore, hein, de super bons bouquins sur la perspective, l'anatomie, des trucs comme ça. Donc, j'ai étudié seul, voilà. J'ai étudié seul, autodidacte, et j'ai peaufiné, si tu veux, cet art à travers les années, avec des éclipses de temps en temps. C'est vrai que j'ai eu des éclipses, hein. J'ai eu 3 grandes éclipses dans ma carrière. Dans ma vie d'artiste peintre, j'ai eu 3 grandes éclipses, totalisant probablement 10 ans, hein, les 3. Donc, tu passes 3-4 ans, tu fais rien du tout parce que ça vient pas. Ça vient pas, t'as pas, surtout qu'il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de chemin tracé, hein. C'est-à-dire, on est là, on essaie de voir, on fait une exposition, une autre exposition. En fait. Donc, il y a eu des éclipses. Mais mon amour pour l'art a toujours prévalu, hein. Et j'ai toujours peint, j'ai toujours créé, hein. Et aujourd'hui, je suis peut-être à 300, peut-être un petit peu plus, 300 œuvres. Bon, les gens vont dire c'est pas beaucoup, mais je ne le fais pas à temps plein parce que je travaille aussi. Et là encore, c'est un autre truc parce que ma mère qui a embrassé, si tu veux, ce talent, me disait toujours, c'est bien de faire la peinture, mais n'oublie pas, l'art nourrit pas son maître. Donc, en tant qu'enfant, vous grandissez avec ça et vous avez toujours cette peur de vous jeter là-dedans à 100%, parce que c'est ainsi que j'ai essayé de faire des études d'architecture. Et puis plus tard, quand je suis arrivé, je suis parti vers la Suisse. Quand je suis arrivé en Suisse, je ne pouvais pas continuer l'architecture. Je suis entré à l'Université de Genève pour finir à HEC Genève, hautes études commerciales, où j'ai fait la finance, l'économie et la finance. Voilà. Et là encore, je pense, quelqu'un pourra dire, c'est du temps perdu. Pourquoi? Parce que j'aurais dû probablement embrasser l'art
tout court. Ne pas faire tout ça. Parce que bon, c'est vrai, ça te permet d'aller là. Mais je pense que vraiment maintenant, en rétrospective, quand je regarde, j'aurais dû faire prendre une décision il y a 40 ans et dire c'est ce que je vais faire, je ferai seulement ça et rien que ça. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Et aussi, ça se comprend aussi quand on a grandi en Haïti ou même ici, hein, quand on rencontre les artistes, ils te disent ça ne nourrit pas, ça ne te donne pas des choses. Donc, voilà. Quand on regarde tes toiles, surtout les profils des femmes stylisées, cette toile rappelle Bernard Séjourné, Jean-René Jérôme. Je prends un exemple, la trilogie que tu as derrière toi là. Est-ce que tu as fait l'école de la beauté en Haïti? Non, mais j'ai rencontré Bernard, j'ai rencontré Jean-René et j'ai rencontré aussi, comment il s'appelle encore? Il y a Albert Desmangles aussi. Desmangles. Et ce sont des gens que j'admire plus que tout. Hein? Bernard Séjourné, pour moi, c'est un génie. Hein? Il y a des gens qui ne vont pas partager ça, mais Bernard, j'ai beaucoup aimé ses structures, le côté très dilué de l'acrylique, le côté étiré de l'acrylique qui te fait rêver, tu vois, il prend une couleur, il l'étire jusqu'à ce que ça devienne complètement transparent, et puis je dis, mais c'est la même couleur. Et quand j'arrive chez lui, je le visite, et puis je lui dis, mais comment tu arrives à faire tout ça? Mais il me dit, mais les couleurs sont là, je les invente pas, ils sont les mêmes couleurs que tu achètes à Stecker, l'abeille. C'est là qu'on a acheté nos couleurs. Il dit, mais ce sont les mêmes couleurs que j'achète à Stecker, mon vieux. Ils sont là. Et Jean-René Jérôme, une fois, m'a dit, tu ne peux pas être un artiste si tu ne le fais pas à temps complet. Ça me résonne encore jusqu'à présent. Donc, oui. Je l'avais rencontré à Festival Art. C'était son exposition, j'y étais, et je lui disais que je lui montrais un petit peu ce que je faisais, tout ça, parce que j'avais un petit cahier avec moi. Et puis il me dit, ah, c'est bien. Et puis il me dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah, je suis à l'université. Dit, ouais, tant que tu n'embrasses pas cet art de manière complète, inconditionnelle, tu ne vas pas y arriver. Et c'est vrai, il faut l'embrasser. Alors là, maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que tu peux développer toutes les techniques, des trucs comme ça, mais il y a un effet, je dirais, un effet synergique, si je dirais. Est-ce que je peux employer ça? Un effet de synergie qui se passe quand tu t'enfermes tous les jours, en fait. C'est une manière de parler, tu ne vas pas t'enfermer tous les jours. Mais quand tu t'enfermes dans ton atelier et que tu travailles, tu dessines, tu peins, tu écoutes de la musique, tu fais des fanaux, tu fais de la sculpture. Il y a un phénomène qui arrive dans cette atmosphère qui permet à la muse de s'y installer d'une manière permanente. Et je dis ça tout le temps, je le réalise dans mon atelier ici, là. Quand je m'y mets, je passe 3 jours. J'y passe 3 jours. Je vais dormir pour 2 heures et puis je reviens. Donc, il y a un phénomène, si tu veux, qui se passe dans ce temple, dans ce temple sacré qui est l'atelier, où tu as toute cette énergie qui te vient pour te permettre de créer, de concevoir ces merveilles que tous les gens vont aimer. Enfin, certains gens ne vont pas aimer, bien sûr. Mais il y a cette énergie qui te permet de créer ces merveilles que les gens vont probablement apprécier. Voilà. Tu es dans ta bulle à ce moment-là. C'est ça. Tu es dans la petite bulle. Bon, tu es un artiste, tu sais ce que je veux dire. Tu sais de quoi je parle. Donc, oui. Alpi, tu as une... Tu disais quelque chose, vas-y. Non, je t'ai dit que je prêche un convaincu. Oui, je prêche un convaincu.
Non, mais tu as surtout parlé pour les internautes qui nous écoutent. Ah oui, d'accord. Oui, Bien sûr. tu as une palette lumineuse qu'on remarque sur des accessoires que tu fabriques aussi, des coffrets de toutes les dimensions. J'ai même vu des masques qui répliquaient tes œuvres. Oui, Là, on apprécie vraiment les couleurs oui. de ton travail. Ah, On va faire... oui, Vas-y. vas-y. Non, tu peux parler. Oui, ce que j'allais dire, c'est que et cet art s'étend à d'autres choses aussi. Je fais des coffrets pour les bijoux. Je les décore et les gens adorent ça aussi. Donc, je fais aussi des petites boîtes pour les essuie-nez, là. Enfin, comment se Mhm. dit? Oui, Pour oui. les Donc, mouchoirs. Mhm. pour les couchoirs, c'est ça. Donc, les gens adorent toutes ces histoires. Et je fais du mix média. Enfin, c'est un peu de tout. Hein? Parce que je pense qu'un artiste devrait faire un peu de tout. Et puis, quand on revient, j'aimerais parler un petit peu des natures mortes, si tu le permets. Parce que Mais les oui. natures mortes sont un genre que j'adore. Hein? J'adore. Voilà. On fait la petite pause et Bien sûr. puis, ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes avec Alpi, un artiste polyvalent. Il fabrique des gingerbread, il est mélomane, il était animateur d'émissions de musique liées au jazz, il est aussi peintre. Nous vous invitons à encourager les artistes en partageant le lien pour nous. Alpi, parle-nous tu nous as promis tout à l'heure de nous parler de tes natures mortes. Oui. Les natures mortes, je crois que ça, c'est une opinion. Hein. Les peintres devraient en peindre presque, je dirais, tous les jours. Pourquoi? Parce que les natures mortes te donnent cette habileté, je dirais, hein, te permet de développer cette habileté dans l'art de la composition. Parce que la composition, comme tu le sais très bien, c'est une pièce maîtresse pour nous, hein, parce que quand tu as un tableau, la composition, c'est quelque chose qui est fondamental pour que quand les gens regardent, ils disent « Oh, ok, c'est beau, c'est bien équilibré. » Quand je dis bien équilibré, pas forcément symétrique. Hein. C'est bien équilibré, les gens adorent. Voilà. Les natures mortes te permettent de faire cela. C'est-à-dire, c'est pourquoi que moi j'ai peint de temps en temps, tu vois. Il y a un phénomène cyclique dans si je veux, dans ma manière de travailler. Je peux faire j'ai une série qui s'appelle Fleurs et papillons, par exemple. C'est une série qui est née je dirais, d'une volonté de peindre des fleurs et des papillons, mais qui ne ressemblent pas vraiment à des fleurs et à des papillons. Donc, à partir de ça, j'ai fait toute une série qui était assez réaliste, je dirais, pas réalistique, assez réaliste de la réalité des papillons et des fleurs. Mais maintenant, après, d'autres formes sont venues se greffer sur ces formes-là aussi. Il y a eu des coquilles, il y a eu des formes géométriques, des formes longilignes, ainsi, tout ça s'est développé. Mais après 3 ou 4 tableaux dans ce genre, je me sens fatigué. Je dois retourner vers le formel. Donc, je vais faire donc, mon formel, c'est un paysage, hein, type very caribéen, bleu, ciel bleu, bleu d'émeraude une mer bleu d'émeraude, si tu veux. Et puis avec des gingerbread around, parce que
avec des gingerbread au premier plan, au second plan, les petits villages comme ça qu'on voit chez nous quand on passe par Saint-Louis du Sud, Aquin, tout ça. Il y a de ces petites maisons avec des balcons qui à peine pas trop solides. Donc, c'est un petit peu ça l'inspiration, tu vois. Donc, je retourne là-dedans, je fais des paysages ou bien je fais une nature morte. La nature morte, moi, c'est vraiment, je trouve que la nature morte t'aide beaucoup avec la composition. Donc, je me ressens et là maintenant, c'est comme si que je me repose un petit peu pour revenir vers des choses beaucoup plus complexes. Parce qu'il y a des peintures, quand je les fais, par exemple, je pars d'un fond noir et je sais où je vais. Je ne sais pas du tout. Je peux commencer au milieu, je peux commencer à droite, en bas, et puis ça monte, ça monte. Et c'est ce qui s'appelle, c'est ce que cette série dont je t'ai parlé, qui s'appelle En fleurs et papillons, nous a donné. Par exemple, des peintures comme la série Mutation 1 et 2 que tu as. Le silence des eaux, par exemple, où l'on sent une petite influence de ces journées, mais oui, dans ça, parce que cette approche vous savez, quand ces journées est parti pour le Corbusier, non pas Corbusier, je ne sais plus où il a été en vacances pour peindre des paysages, il est revenu avec une série de paysages superbes, superbes. Et je me suis toujours inspiré de tout ça, de ce qu'il a écrit, de ces tableaux et de mes souvenirs d'enfance, parce que j'ai grandi aussi dans une ville où on était au bord de la mer, je regardais tout ça. Donc, pour arriver à ce que j'ai là maintenant, ce que je vous présente là maintenant comme œuvre. Voilà. Alpi, quel est ton prochain projet? Prochain projet, moi, j'ai un projet que j'ai en tête depuis 2 ou 3 ans. Le prochain projet, ce serait de me mettre en, je dirais, monter une association, pas vraiment une association, monter une entreprise qui pourrait peut-être préparer une forme de curriculum pour enseigner aux gens l'art des fanaux. Ça, c'est le grand projet que j'ai, et avoir Fanal 101, Fanal 102, Fanal 101, pour dire tout simplement les niveaux. Premier niveau, on va faire quelque chose avec 4 murs et puis un toit. Deuxième niveau, on fait des murs, un toit, un balcon, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un projet que j'ai à long terme. Alors, mon projet immédiat, je serai à Art Basel dans 3 semaines. 3 semaines, pour 1 semaine. J'ai 3 pièces là-bas. Les pièces Mutation et Le silence des eaux au milieu, parce qu'ils sont nés de la même, je dirais, de la même ferveur. C'est tableau, il y a un mouvement qui s'est fait et tout ceci, ça a été construit ensemble. Et puis bon, reprendre le pinceau, parce que ça fait quand même, depuis les fanaux, depuis cette fièvre des fanaux, j'ai un petit peu abandonné. Non, je ne dirais pas abandonné. Je néglige la peinture. Je néglige la peinture un petit peu, mais je vais y revenir, et pour faire peut-être cette exposition dont plusieurs gens parlent. Je suis un peu parlé avec des gens maintenant pour voir si on peut faire quelque chose d'ici 1 an. One-man show, parce que ça fait longtemps que où il y aurait un mélange de fanaux et de peinture et de boîtes, je dirais, de coffrets à bijoux, de boîtes pour les boîtes pour les vins. Les mouchoirs. Les mouchoirs, des trucs comme ça. Les boîtes pour les mouchoirs et puis pour les vins aussi. Parce que j'en fais aussi pour les vins. Et puis voilà. Donc, c'est ça le projet. C'est ça le projet. D'ici peut-être 1 an, pour voir si on peut le faire. Très beau projet. Il y a tellement de convenients entre le travail, la famille.
Il y a beaucoup de... C'est pas très simple tout ça. Et ça, tu le sais très bien. C'est pas très simple. On est arrivé à la fin de l'émission, malheureusement. Tu connais le principe. Je vais te donner 3 mots et tu vas en choisir un et tu laisses parler ton cœur. Je te dis joie. Je te dis jaune, la couleur jaune. Et je te dis calebasse. La joie, la couleur jaune. Et je te dis calebasse. Jaune. Couleur préférée de ma femme de 34 ans. Jaune, couleur immaculée que l'on retrouve dans les toiles de tant de peintres et qui constitue un défi énorme parce que c'est une couleur pas facile à toucher, surtout pour les ombres. Jaune, je vois le soleil qui se couche et qui te donne l'impression que tu es en vie, tu es là et tu es une partie de quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Jaune, mon enfance où je regardais les couchers de soleil et les bateaux qui venaient de Saint-Jean et transportaient de la marchandise qui va être vendue au marché. Je crois que c'est tout, oui. Mais ouais. Tu sais, tu disais jaune, moi je dis, mais il est poète en plus. Oui, j'ai fait de la poésie aussi, j'ai écrit des trucs. Mais vous savez, nous en Haïti à l'époque, tu sais, Florence, tu le sais, on faisait des tas de choses. On avait beaucoup. C'est vrai. Je connais des amis qui faisaient tellement de choses. Et quand tu arrives ici, bon, c'est pas la même chose. Oui. Mais c'est vrai, on a eu la chance dans les années 70, 80 de vivre dans un pays où tout ça était possible, tu vois. Tout ça était possible d'être des gens avec beaucoup de talent comme ça et puis tu peux t'exprimer sur ces talents sans problème. Hein, tu peux faire de la radio, tu peux écrire, hein, tu peux faire rouler les voilà par exemple. Hein. Alpi, on te remercie. Toutefois, avant de partir, dis-nous si on a besoin de toi, si on a besoin de placer une commande, on te trouve où? Ah, d'accord. Et moi, je vis à Miami, donc si le meilleur moyen de me joindre, c'est sur ma page Facebook. Hein? Sur ma page Facebook ou bien aussi sur Instagram. Alpi Fine Art, parce que mon entreprise s'appelle Alpi Fine Art. Donc, ce serait alpho24 à gmail.com, ce serait l'email. J'ai un autre email qui s'appelle alpho24@protonmail.com, qui est aussi ça. Et aussi mon numéro de téléphone, 305 336 1547. Donc, c'est le meilleur moyen de me joindre. Et je profite aussi de l'occasion pour te remercier, Florence, pour cette gentillesse de m'avoir invité sur le plateau de Moissé. Hein. Et c'est une émission que je regarde de temps en temps. Et je n'ai jamais pensé que je serais là-dedans une fois parce que tu m'as dit, je ne sais plus ce qui s'est passé, tu m'as dit, hey, prépare-toi, reviens. Ouais, d'accord, donc je te remercie. Cela a été un plaisir. De me... Merci pour ce bon moment. Et à nous de te remercier. Je suis sûre que les internautes ont pris du plaisir à t'écouter. On te souhaite tout plein de succès pour tes projets. Chers amis internautes, écrivez-nous, dites-nous que vous avez aimé ce que Alpi a partagé avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir le talent de notre artiste haïtien.
Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.